Bonjour! Aujourd'hui, nous allons parler dans l'épisode 94 d'accepter de décevoir. Drôle de titre pour un épisode sur un podcast de parentalité. Est-ce que tu vois déjà où je veux en venir? Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu vas vite comprendre que accepter de décevoir, ça va être un outil magnifique. Magnifique, ça peut paraître bizarre au début de cet épisode, mais je pense que si tu vas jusqu'au bout de l'épisode, tu vas mieux comprendre en quoi c'est un outil magnifique pour alléger ta vie, pour retrouver une vie plus simple, pour alléger ta charge mentale aussi. Parce que quand on accepte de décevoir les autres autour de nous, même si au début ça paraît vraiment très étrange comme idée, ça va te permettre à long terme de garder non seulement ton intimité, ta vie personnelle, ta vie et ton énergie, tes rêves aussi et surtout ton temps. Et je te souhaite maintenant une très bonne écoute de ton épisode. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Les bénéfices que je t'invite à recueillir, à appliquer, à créer dans ta vie en acceptant de décevoir les gens autour de toi, ça va être vraiment une légèreté, une sérénité et une joie pour toi d'abord et puis à long terme pour ta famille puisque je le rappelle régulièrement mais plus tu vas te sentir bien toi en tant que père, en tant que mère, en tant qu'enseignant, plus tu vas rayonner ça et l'incarner auprès de tes enfants, de tes élèves ou des enfants que tu accompagnes au quotidien. En quelque sorte, si je t'invite à décevoir les autres aujourd'hui, c'est à long terme pour que chacun se sente capable, à son tour, de décevoir les autres. Pourquoi j'utilise le mot décevoir? C'est un peu provoquant, ça fait un peu buzz, mais en réalité c'est nous qui nous créons cet obstacle de ne pas vouloir décevoir. On a peut-être été élevé dans une idée d'harmonie, de faire plaisir aux autres. Aux yeux de la société, on est toujours le bon samaritain de quelqu'un, donner son aide, proposer son aide, être dans l'associatif, dans le social, dans la contribution. Et tout ça, ce sont des valeurs. Ce sont des valeurs qu'on peut avoir à différents niveaux dans notre grille personnelle, dans notre grille de projet, de tableau de visualisation. Et en réalité, la loyauté, la contribution font partie de nos rayures d'arc-en-ciel des besoins, font partie de l'intégrité qu'on veut avoir chacun. Et c'est, comme bien souvent, le dosage qui va se jouer sur est-ce qu'on est là pour répondre aux autres, pour appliquer systématiquement et pour répondre aux demandes extérieures, en bonne personne, en jeune fille bien élevée, en jeune garçon bien élevé qui suit les règles de la société, ou alors qu'on peut aussi s'identifier à quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus transgressif, d'un peu plus divergent, et de se dire que le regard qu'on a pour l'instant sur notre façon de dire oui ou non aux autres dépend plus de la valeur qu'on s'accorde à nous. Je vais démêler tout ça, peut-être que cette intro est un peu indigeste, je m'en excuse, mais je vais vous démêler tout ça. Alors, comment faire pour accepter de décevoir? Comment faire pour voir qu'on a des bénéfices à décevoir les autres? J'ai préparé 8 points, donc 8 étapes, où on va verser ensemble dans cette action qui peut-être est surprenante dans un épisode sur la parentalité. La première étape, c'est une citation qui a fait l'objet d'un livre aussi de Raphaël Giordano qui s'appelle « Ta deuxième vie commence quand tu vois que tu n'en as qu'une seule ». Cette citation tourne beaucoup sur les réseaux, parce qu'il y a un moment, peut-être dans ta vie, où tu t'es rendu compte qu'à force de faire plaisir à tout le monde, d'aider tout le monde,
d'être à la disposition des projets des autres, toi, tu avais oublié de voir que tu avais également une vie, que tu avais un projet à mener personnel. Et que suivre les projets des autres était, à court terme, satisfaisant, t'apportait de la validation, de la valorisation, on va en reparler tout à l'heure, mais qu'il faut voir la vie en face. Toi, tu es né, tu es sur Terre pour vivre ta vie à toi. Cette vie va s'arrêter un jour, cette vie va avoir des résultats un jour. Qu'est-ce que tu auras vécu? Qu'est-ce que tu auras prévu pour ta propre vie? Quelles traces tu vas laisser peut-être sur Terre après ton passage? Comment tu vois les choses une fois que tu te poses en te disant « Je suis en train de vivre la vie des autres, je suis en train de coller à l'image qu'on avait de moi en tant que gentille fille, que gentil garçon. J'ai eu le métier que les autres proposaient de valoriser, j'ai eu la famille que la société propose d'avoir. Peut-être que je me suis mariée jeune, que j'ai eu des enfants jeunes, la maison, le crédit, le chien, la pelouse. Oui, ce sont des clichés, mais ce sont des clichés qui existent encore dans la société. Comme si c'était la seule manière de vivre sa vie. Comme s'il fallait une norme, un dogme, et que tout choix divergent serait réprimable et un petit peu douteux. C'est peut-être ton cas déjà, d'avoir pris cette conscience que tu as fait des choix qui étaient plutôt liés à ce qu'on attendait de toi, plutôt que des choix qui étaient liés à ce que tu voulais toi-même pour toi. Mais petit 1, il est jamais trop tard pour commencer. Et petit 2, si tu te poses et que tu ouvres les yeux sur le nombre d'années qu'il te reste, eh ben c'est le bon moment pour commencer une nouvelle vie. C'est le bon moment pour te dire à partir de maintenant, je vais créer ma propre vision de ma vie. Je vais créer ma propre solution qui me convient à moi, sans en attendre tout le temps de la valorisation, de la validation extérieure. Ça engage déjà beaucoup de notions, à la fois de développement personnel et à la fois d'action à mener. Je te propose vraiment de prendre tout ton temps pour écouter cet épisode qui va être assez dense, assez pointu sur la faculté que tu as pour l'instant de voir ta vie personnelle, familiale, associative, professionnelle, de telle manière qu'en sortant de l'épisode, tu auras peut-être complètement des angles différents et des stratégies différentes pour nourrir justement tes besoins à toi et pour apaiser tes émotions à toi. Deuxième étape, c'est quelle est la vie que tu veux avoir? Quels sont les projets dont tu rêves? Quelles sont les actions que tu voudrais mener sur le long terme? On l'a évoqué dans l'épisode 90, sur ton tableau de l'année, mais là je t'invite à voir ça à plus long terme. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment et qui ensuite te permettra de décider et de régler justement les activités en fonction de ce que tu attends de ta vie, de ton intention ultime, de ton intention sur la dizaine d'années, la vingtaine d'années prochaines. Faire un tableau pour l'année qui vient, ça peut être assez simple et à la fois c'est déjà difficile pour certains. Et je le comprends parce que la première année où j'ai fait un tableau de visualisation, je trouvais ça difficile. Je trouvais ça presque prétentieux et égoïste. Donc dans cette deuxième étape, je t'invite à voir que oui, ça peut paraître un peu prétentieux de se dire j'ai tous ces rêves, j'ai toutes ces envies, mais à la fois c'est ma vie que je vais mener. C'est moi qui suis en train de rentrer les coordonnées dans le GPS. Je ne vais pas demander à quelqu'un d'autre de décider pour moi de la vie que je veux mener. Donc si ce mot égoïste commence à popper dans la bouche de Léopold, ton hamster, qui te donne tout un tas d'indications, de jugements, de critiques et de choses que tu n'as pas forcément envie d'entendre, je te dis oui, effectivement, ça peut paraître égoïste, mais tu es la seule personne à vivre la vie que tu veux mener. Soit tu vis la vie des autres, tu vis la vie pour les autres, soit tu essayes de créer, avec difficulté, je ne dis pas que ça va être tout facile tout le temps, mais d'essayer de créer la vie que toi, tu as envie de vivre pour toi. La vie que toi, tu as choisi de mettre dans tes références de GPS. Comme on annonce souvent, le masque dans l'avion, si toi, tu veux continuer à vivre, je t'invite à mettre enfin ton masque sur toi et te dire, maintenant que j'ai de l'oxygène, maintenant que j'ai la chance d'être en vie, quelles sont les actions que je vais mettre en place pour que ma vie soit à l'image de ce que j'en veux, soit à l'image des rêves que j'ai, et peut-être que mes rêves vont éclabousser les autres. On va y revenir dans les autres étapes, mais moi, j'ai besoin de savoir où je veux aller. Et je fais un petit clin d'œil à Jeanne, avec qui on parlait très souvent d'être dans sa barque au milieu de l'océan et de voir autour des îles qui avaient l'air très jolies, mais de savoir vers quelle île on veut aller, parce que sinon on reste dans sa barque au milieu de l'océan et on attend que les autres bateaux viennent nous rentrer dedans en nous disant tu devrais aller à gauche, tu devrais aller à droite.
Si vous vous sentez dans votre barque au milieu de l'océan actuellement, eh ben c'est peut-être le bon moment de vous dire vers où je veux aller, vers quelle île je veux accoster, quel paysage, quel continent je veux aborder maintenant, quelle direction je veux donner à mon année, à mon projet. Ça peut être un peu submergent, donc je me relie à toi si en ce moment c'est difficile d'envisager tout ça, et on peut bien sûr aller plus loin en séance individuelle. Si tu veux que je t'aide à démêler la destination que tu veux rentrer dans ton GPS, non pas pour créer le plan d'action tout de suite, mais juste pour démêler déjà quelle est ta priorité du moment. Troisième étape, c'est de voir, est-ce que je suis en train de me sacrifier pour mon métier? Est-ce que je suis en train de me sacrifier pour mon enfant? Est-ce que je suis en train de me sacrifier pour mon couple ou pour une personne autour de moi qui me vampirise, qui m'absorbe, peut-être un parent, peut-être une amie, peut-être une relation qui me prend mon temps et mon énergie. Difficile de voir qu'on est dans cette sorte de relation-là, parce que peut-être déjà au niveau de l'humilité, on se sent déjà en train de critiquer l'autre et de justifier qu'il a des bonnes raisons de nous demander ce qu'il est en train de nous demander, ou que oui, à long terme, ce serait quand même bien que ça aille mieux dans cette société, dans cette entreprise, dans ce ministère, pour ne citer que l'éducation nationale au passage. Certes, il y a des bonnes raisons à ce que les autres veuillent que vous fassiez tout ça, que vous vous impliquiez autant. Évidemment, avoir une secrétaire hyper au taquet dans une association, l'association adore avoir ça. Mais toi, est-ce que c'est ce que tu veux vraiment, de rester secrétaire de cette association-là, de passer des heures et des heures en cette direction-là, alors que tu as d'autres rêves? Peut-être que c'est le moment de voir, est-ce qu'il y a un point dans ta vie où tu te sacrifies? Ça veut dire où tu mets plus de temps et d'énergie que tu ne le voudrais vraiment parce que d'autres rêves t'attendent. D'autres rêves qui seront plus importants ou plus vibrants ou plus nouveaux parce que simplement en ce moment, tu as envie de nouveauté, tu as envie de quelque chose qui te remplisse, qui te crée de l'émotion et que ce projet-là a perdu de sa joie, de son émotion. Peut-être qu'au début c'était très important pour toi, mais est-ce que maintenant tu en retires autant que ce que tu en attends? Dans cette étape 3, il y a aussi allons explorer si ce lien d'attachement, il te réveille pas 2 ou 3 choses par rapport à ton envie d'être valorisé de l'extérieur, considéré de l'extérieur. Est-ce qu'il y a une petite blessure qui se réouvre? Tu connais peut-être le travail de Lise Bourbeau autour des 5 blessures. Est-ce que quand tu es dans cette situation-là, dans cette activité, dans ce lien, dans cette relation, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue sur si tu lâchais cette activité, tu te sentirais peut-être rejeté? Où tu aurais cette sensation d'abandonner. J'ai eu cette sensation d'abandonner mes élèves, mes collègues, quand j'ai quitté l'éducation nationale. Ça a ravivé un lien d'attachement qui était un peu bancal. Ça m'a permis d'aller voir que j'attendais beaucoup des autres parce que je ne me faisais pas très confiance dans mes propres directions et mes propres choix. Que je faisais porter à l'extérieur les priorités de mes intentions, alors que l'autre à l'extérieur ne peut à aucun moment savoir ce qui est le meilleur choix pour moi. Il ne voit ça que depuis sa colline à lui. C'est notre 4e étape, l'histoire des 2 collines. Je le fais à chaque atelier collectif, donc tu l'as peut-être vécu déjà. Et les 2 collines, c'est très très simple. Tu es sur ta colline actuellement, tu as tes émotions, tes sentiments, tes expériences, tes croyances, tes rêves, et tous les gens autour de toi sont aussi sur une colline différente de la tienne. Depuis leur colline à eux, ils ont leur expérience, leurs émotions, leurs choix. Et ils ne voient pas la même chose depuis leur colline. Ils ne ressentent pas ce qui se passe sur ton arc-en-ciel de besoins ou sur ta cheminée des émotions. La seule façon qu'ils ont de comprendre ce que tu veux, ce que tu sens, ce que tu vis, ce que tu voudrais, c'est par la communication. Si on a réussi à communiquer sur tout ce qu'on voulait, ce qu'on attendait, ce qu'on aimerait, l'autre peut se rendre compte de ce qui sont nos choix, nos priorités ou nos refus. Si on ne savait pas exprimer tout ça, l'autre pourrait croire qu'il a les mêmes désirs que vous avez les mêmes choix, priorités que lui. Et donc vous associez à sa forme de stratégie à lui. Ça veut dire que vous devenez un moyen d'être une bonne stratégie pour que lui obtienne ses rêves, ses projets. Donc à détricoter, ça peut prendre un peu de temps de se dire qu'on a été la stratégie d'un patron, qu'on a été la stratégie d'une relation de couple, qu'on a été la stratégie d'une amie, et ça a été la réalité. On peut accepter qu'à certains moments, on ait donné notre pouvoir et notre individualité à quelqu'un d'autre que nous. On s'est oublié dans cette relation, dans ce métier, dans cette association, parce qu'on ne savait pas nous-mêmes où on voulait aller exactement. Donc comprendre que la déception n'a lieu que dans la cheminée de l'autre
et que la déception de l'autre fait appel à ses besoins, à ses émotions, à ses braises, à ses cicatrices à lui. Si je crois que je vais le décevoir, ça peut arriver. L'autre peut être déçu à tout moment de ce que je lui exprime, de ce que je lui fais. Mais est-ce que c'est plus important de faire plaisir à tous les gens autour de toi, ou est-ce que c'est plus important de te faire plaisir pour savoir où tu veux aller et réaliser ta vie? Ton sentiment d'accomplissement sur ta rayure d'identité, est-ce que c'est pas aussi important que d'avoir l'image d'une personne qui dit oui, d'une personne qui fait plaisir aux autres? Donc cette 4e étape, de comprendre que la déception de l'autre arrivera quoi qu'il arrive, que tu le fasses ou non, que tu décides ou non, l'autre pourra être déçu. Ce qui se passe dans sa cheminée pourra arriver, quoi que tu fasses. Donc tu n'es jamais responsable de l'émotion de l'autre sur sa colline, de l'émotion de l'autre dans sa cheminée des émotions. Mais plus tu vas poser toi tes actions en lien avec tes besoins, en lien avec tes rêves, en lien avec les flammes d'émotions que tu veux apaiser ou au contraire que tu veux sublimer, si c'est des flammes de joie, de sérénité, tu vas vouloir les maintenir. Et peut-être que l'action pour maintenir cette sérénité, cette joie, comme la semaine dernière, dans l'épisode sur la vie simple, ça va avoir un impact et une conséquence sur la perception des autres autour de toi. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du fait que si sur ta colline il se passe quelque chose, peut-être que sur la colline des autres, ça aura un impact. Ou non. Mais qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ? Est-ce que tu es prêt à sacrifier le fait que tu ne déranges absolument personne autour de toi et que tu ne déçoives absolument personne autour de toi? Ou tu veux prioriser le fait que toi, tu vis vraiment des choses qui te font vibrer, qui font sens, qui remplissent tes besoins, qui apaisent tes flammes désagréables et qui nourrissent tes flammes agréables? C'est un choix que tu peux faire quand tu le veux. Tu peux maintenir ton fonctionnement actuel aussi longtemps que tu le veux et peut-être jusqu'à ce qu'il soit trop souffrant pour passer à une autre étape, pour passer à ta 2e vie, pour passer au moment où tu te dis « j'accepte de décevoir les autres, j'accepte de dire que les autres ont eu tellement d'influence, d'emprise ou de décision dans ma vie que je n'en veux plus. Je ne veux plus que ce soit les autres autour de moi qui décident de ma vie. » Donc peut-être que là, tu as l'image du rebelle qui se lève et qui plante tout le monde. Et moi, à l'époque, dans l'éducation nationale, je l'ai partagé pas mal de fois en épisode ou sur les rooms, de dire que moi, j'avais l'impression de quitter le navire, de quitter l'éducation nationale, comme si j'abandonnais mes collègues, mes familles, mes élèves dans le bateau qui était en train de couler. Et oui, c'est difficile, mais c'est une perception. Je ne saurais jamais si depuis leur colline, ils ont considéré que je les avais abandonnés ou non. Tout ça, c'est des histoires que moi, je vois, entends Léopold me dire dans ma tête. Je ne suis pas sûre qu'il me trouve en train de les abandonner ou les rejeter. De voir que plus tu réponds aux attentes des autres et aux besoins des autres, plus tu t'éloignes peut-être de ce que tu veux toi, et qu'à un moment donné, la déception est peut-être un élément hyper intéressant parce que toi, ça te permet d'avancer vers tes rêves, vers tes objectifs à toi. Et que si les autres sont déçus, si les autres sont contrariés, si les autres ne sont pas d'accord, ça leur appartient. Sur leur colline, c'est leur responsabilité. Et c'est un switch vraiment qui se fait avec les petits plus zen, quand une maman que j'accompagne se dit « Oh là là, la libération que tu m'apportes, Séverine, en me faisant comprendre que les émotions des autres ne dépendent plus de moi. La déception des autres ne dépend plus de moi. Ça regarde chacun autour de toi, qu'ils se sentent déçus ou non. Tu n'en es plus responsable. » Donc c'est vraiment un point de bascule dans chacune des mamans que j'ai accompagnées, de sentir de l'intérieur, parce que là je le dis, peut-être que tu l'entends mais que tu ne le ressens pas encore, mais quand tu le ressens, quand il y a un déclic en toi, c'est tout le but d'un accompagnement individuel, de te créer des déclics et de voir que les passages à l'action sont tellement plus simples après, une fois que tu as ce déclic, que oui, tu vas peut-être décevoir des autres, c'est même pas sûr, tu vas peut-être contrarier les autres, c'est même pas sûr, et que tu vas peut-être poser des actions qui toi te feront du bien, et si jamais les autres ne sont pas d'accord, ce sera une conséquence pour eux, ce sera quelque chose que toi tu vas pouvoir accueillir parce que à nouveau, peut-être que toi ça va te décevoir que les autres soient déçus, et dans ce cas-là, on ira voir cette flamme ensemble. On ira voir en quoi ça te déçoit. Parce que nous aussi, on est déçus par des choses. Nous aussi, on est déçus par certains comportements qu'on pense intentionnels.
Donc tu vois le jeu de miroir qui s'installe entre la déception que tu pourrais provoquer par ton action et la déception que tu pourrais ressentir en croyant que l'autre a posé cette action contre toi et le prendre un peu personnellement. Donc voilà tout ce qu'on peut travailler en scan individuel, que je ne vais pas pouvoir détailler là parce que l'épisode est censé être un peu plus court qu'une séance individuelle, mais en tout cas dans l'étape 4, de comprendre ces deux collines, de comprendre l'indépendance émotionnelle de chacun, de comprendre que si on se croit contaminé par la cheminée de l'autre et la flamme de l'autre, c'est qu'on peut remettre un peu d'étanchéité à tout moment en se disant « je ne suis pas responsable de ce que l'autre ressent, comprend ou voudrait comme projet ». Je ne suis responsable que de ce que je me propose moi d'installer dans ma vie. Je suis responsable des gens qui me sont chers pour améliorer un petit peu leur vie sans en être non plus complètement dépendant et en sacrifice. Mais tout ce dosage, toute cette subtilité reste compliqué et je le conçois totalement. C'est un chemin de vie de trouver le bon équilibre entre ce que je veux pour moi et ce que je crois ne pas décevoir les autres. Donc tout ça, on pourra le travailler en individuel si tu le veux. 5e étape, c'est d'avoir une intention de présence et de préserver le lien avec la personne qui se sent déçue, avec la personne qui refuse notre avis, avec la personne qui ne comprend pas notre comportement. On n'est pas là pour se justifier, mais on peut juste garder le lien de présence avec cette personne et lui expliquer, en communication non violente, que oui, ce choix-là fait partie de notre besoin, de notre résolution, de notre stratégie, et qu'on n'est pas là pour expliquer à tout le monde nos choix et nos stratégies. On est là aussi pour expliquer que notre vie est importante et que nos besoins sont importants. Donc la façon de présenter les choses, de garder le lien sans vouloir faire un étendage de tout ce que je fais est bon, tout ce que je fais, j'ai raison. On ne rentre pas dans le jeu que Marshall Rosenberg appelait le « qui a tort, qui a raison ». J'ai fait ces choix-là, peut-être que tu te sens déçu, mais je n'ai pas fait ces choix-là pour que tu sois déçu, je n'ai pas fait ces choix-là pour éviter que tu sois déçu, et ça c'est très important à faire comme réaction, comme perspective et comme prise de conscience tout simplement. Les choix que j'ai faits aujourd'hui, que je ferai demain, sont plus liés à l'expression de mes besoins et de mes émotions qu'à l'impact éventuel, incertain, qu'il va avoir dans la vie des gens autour de moi. Et plus je suis alignée avec mes émotions, mes intentions, mes projets et mes besoins, plus je serai cohérente aussi vis-à-vis des relations que j'ai déjà installées. Ça évitera de chercher à avoir raison, puisque ça fait sens pour moi, ça fera sens pour les personnes qui me sont chères. Si elles ont envie de s'impliquer dans la relation, elles pourront comprendre que c'est lié à mes projets, mes besoins, mes envies. Si elles sont là pour critiquer, pour juger, elles pourront critiquer et juger à loisir, on ne les changera pas. Donc ça leur fera du grain à moudre pour qu'elles continuent de critiquer et juger. Mais est-ce qu'on a envie de ces personnes-là dans notre vie de plus en plus proches ? Est-ce que pour la vie simple qu'on a évoquée la semaine dernière dans l'épisode 93, ce sont ces personnes-là qui vont être notre cercle de soutien et de ressources ? Peut-être que oui, peut-être que non. Je te laisse décider du tri que tu vas faire dans les éléments que tu veux repousser un peu pour garder ta vie simple. Par rapport à l'étape 6, on va essayer d'aller vers moins de culpabilité avec certains. Cette flamme de culpabilité, vous êtes beaucoup à m'en parler. En général, dans chaque accompagnement, on parle aussi de la flamme de culpabilité parce qu'on a une résistance à décevoir, parce qu'on a une résistance à être l'élément négatif dans la vie de quelqu'un d'autre. Ce qui est normal, on ne voudrait pas que nos enfants soient tristes à cause de nos décisions. On ne voudrait pas que nos parents soient tristes à cause de nos décisions, de nos choix de vie. Néanmoins, on peut voir que dans la maturité de nos enfants, dans la maturité de nos parents ou de nos amis, certains peuvent recevoir ça personnellement, parce qu'ils n'ont pas encore fait le travail sur l'indépendance émotionnelle, sur la maturité émotionnelle, sur l'autonomie relationnelle des cheminées de chacun et des arcs-en-ciel de chacun. Donc comme les gens autour de nous ne sont pas tous sensibilisés à cette question des émotions, à cette maturité des émotions, ils peuvent sentir qu'ils sont déçus à cause de nous. Et vous le savez maintenant, on n'est jamais déçu à cause de quelqu'un. On est déçu par l'impact que son action a eu sur notre conception de la relation, par l'impact que ça a fait résonner sur l'état de notre besoin de confiance, de connexion, d'empathie, d'amour. On se rend compte à ce moment-là que notre besoin d'empathie avec cette personne-là n'avait pas été suffisamment nourri. Et ça nous saute au visage et on croit que c'est l'autre qui est responsable de cette flamme.
tous ces éléments qu'on a déjà évoqués dans plusieurs épisodes, notamment sur la contamination émotionnelle, le 71, je vous invite à les prendre vraiment avec recul parce que quand on a l'impression de décevoir quelqu'un, c'est qu'on se méprend sur la cheminée des émotions et l'autonomie relationnelle et émotionnelle. Si je veux sortir de la culpabilité, si je veux réussir à poser un peu plus de limites, à célébrer aussi les bénéfices, à se prioriser, parce que je vais l'incarner auprès des autres, je vais peut-être diffuser quelque part le message que l'autonomie émotionnelle et l'autonomie, l'indépendance relationnelle est important pour moi et leur rendre un petit peu compte que tous les bénéfices que ça a de se sentir libre, de se sentir vivant, de se sentir en action, de se sentir léger, peut-être que ça pourrait à long terme aussi les inspirer. Peut-être que vous allez incarner ça de plus en plus et que les autres voudront avoir cette légèreté que vous semblez avoir et ça va peut-être les attirer alors qu'au début, ils vous disaient que ça les décevait. Ça n'arrive pas toujours, ça n'arrive pas rapidement, mais sur le long terme, on peut envisager que plus vous allez vous sentir, vous, libre et léger, et moins les autres vont considérer que vous le faites contre eux, mais qu'au contraire, vous avez trouvé des clés personnelles, vous avez trouvé des outils qui leur permettraient peut-être à leur tour, eux, un jour, s'ils le voulaient, s'ils voulaient s'engager dans cette démarche, de se sentir peut-être moins dépendants des réactions et des actions des autres. Ça reste difficile à mettre en place. Il y a les 7 outils que je partage, bien entendu, la reformulation des faits, le fait de deuiller aussi nos blessures et nos cicatrices, tout ça, tu sais que les gens autour de toi ne sont pas tous prêts à le faire. Et notre intention, c'est pas que tout le monde le fasse. Notre intention, c'est de se détacher de l'effet que les autres qui ne savent pas encore tout ça, qui ne pratiquent pas encore tous ces outils, ont sur nous. Donc ça nous permet plus de nous protéger, de poser des limites en disant peut-être que tu te sens déçu, peut-être que tu ne comprends pas ma décision. Mais je sais pourquoi je le fais, ça m'apaise, ça me nourrit, j'ai envie d'être apaisée, j'ai envie d'avoir une vie simple et c'est pourquoi j'ai décidé ça. Et ton avis sur ma décision, je peux l'entendre, je peux le comprendre, mais ce n'est pas pour ça que je vais changer d'avis ou d'action. Et en explicitant tout ça, en utilisant la communication non violente, en reformulant, en ne cédant pas au chantage émotionnel de « tu m'as déçu, tu m'as abandonné », ce sont des choses qu'on a pu entendre, ce sont des choses qui nous ont fait mal parce qu'eux-mêmes étaient immatures émotionnellement et nous ont impliqués dans cette sorte de transaction un peu malsaine que leurs émotions étaient liées à nos actions. Donc coupons ce fil. Je vous invite à le faire quasiment à chaque épisode. Coupons le fil qu'on n'est pas responsable des émotions des autres et que de la même façon, nos actions ne provoquent pas des émotions chez les autres dont on est responsable non plus. Quand on avance en auto-empathie avec nous-mêmes, on s'autorise à prendre nos propres décisions, à se rater aussi parfois, parce qu'on peut admettre que cette action, on a cru que c'était la meilleure et puis finalement, on s'est trompé. Donc soyons en empathie aussi avec nous-mêmes. On va arrêter de se sentir coupable de déranger, de se sentir coupable d'être un petit caillou dans la chaussure de l'autre. À un moment, on peut être vulnérable, faillible et être peut-être à l'origine d'un comportement qui va, en tant que déclencheur neutre, créer une émotion chez quelqu'un d'autre. Et on n'est même pas sûr de la réaction que ça va proposer. Donc autant se centrer sur nous pour au moins avancer ce qu'on veut faire nous. Plus on va se traiter correctement, plus on va faire alliance avec nous-mêmes, moins on va se décevoir, moins on va se sentir à l'affût de la valorisation et de la validation des autres, plus on va accepter le fait que les gens autour de nous peut-être se détachent, peut-être s'éloignent, et ça fera peut-être de la place pour des personnes qui sauront valoriser, non pas de manière malsaine, mais au contraire célébrer avec nous le fait que chacun soit indépendant émotionnellement. Et quand j'ai fait le point récemment sur les amis que j'appréciais le plus, je me rends compte que les amis que j'apprécie le plus, ce sont des personnes qui sont pleinement responsables de leurs actions et de leurs émotions. Et qu'au contraire, les personnes qui se plaignent, qui se justifient en disant c'est la faute de telle ou telle personne, c'est à cause des autres, qui extériorisent en fait les raisons de leurs émotions, m'aspirent en fait une énergie parce que je me sentirais presque redevable d'expliciter toute cette autonomie émotionnelle, de les convaincre que ce n'est pas la société, le patron ou le mari qui est responsable de sa frustration, de sa colère, de sa tristesse, mais ce n'est pas ma voix. Je ne suis pas là pour convaincre tout le monde de l'utilité de ces outils. Je sais l'utilité de ces outils. Ceux qui sont prêts me contactent directement.
Un petit coucou à Amandine qui m'a directement appelé une fois en me disant « J'ai envie de travailler avec toi, j'ai compris que c'était avec toi que j'allais me démêler à mon sac de nœuds actuellement émotionnels. » Et je la remercie. Mais voilà, autour de vous, vous avez sans doute des gens qui prennent la responsabilité de leurs émotions et qui ne sentent pas qu'ils pourraient vous décevoir. Je ne suis jamais déçue des actions de mes amis. Je ne suis jamais déçue des actions de mon enfant. Je ne suis pas déçue des actions de mon homme. Par contre, j'entends que parfois il y a un décalage entre l'attente que j'en avais moi sur mes besoins et la réalité. Et c'est tout le jeu, évidemment, de voir à quel point l'attente que j'avais ne peut pas coïncider avec la réalité, l'impermanence, l'imprévisible de la vie telle qu'elle va nous arriver demain, le mois prochain ou l'année d'après. Donc sur ces considérations philosophiques, je vais repartir sur nos 8 étapes que je vous proposais de vivre aujourd'hui. Donc la 6e, c'était de voir la culpabilité autrement, la résistance qu'on avait à se sentir responsable des émotions des autres, à s'accorder beaucoup d'empathie. La 7e, c'était de nous traiter beaucoup mieux pour moins nous décevoir nous-mêmes, nous mettre le masque en premier dans l'avion et aller dans l'acceptation que l'impuissance et l'imperfection faisaient partie de la vie. J'ai beaucoup détaillé ce sujet dans l'épisode 66, si tu veux en savoir plus. Et puis, la dernière, je l'ai évoquée à demi-mot tout à l'heure, mais j'ai envie de finir par celle-là. La 8e étape, c'est de se dire que quand je vais accepter de décevoir l'autre, je vais libérer quelque chose dans la relation, je vais incarner quelque chose dans la relation qui va lui permettre, lui, s'il le souhaite, à son tour d'être autonome, à son tour de trouver ses propres ressources et à son tour de ne plus être dépendant de la relation qu'on avait installée. Si j'accepte de décevoir une amie, mon compagnon, mon enfant, je vais lui permettre de se dire « Ah, les gens peuvent me dire non, les gens peuvent avoir des actions qui ne sont pas coopératives, les gens peuvent quelque part ne pas rentrer dans la stratégie que j'avais pour elle, dans le scénario que j'avais mené pour elle, et donc les obliger à rebondir, les obliger à reconsidérer les choses, et donc leur permettre à la fois d'être créatifs, à la fois d'être responsables de leurs actions, à la fois d'être autonomes sur leur régulation émotionnelle. » J'ai évoqué ça avec une cliente qui peut-être va se reconnaître, mais au début, vous pouvez vous dire que vous allez décevoir alors que ça reste une perception, mais à long terme, en reformulation positive, vous pouvez aussi vous dire « je vais permettre à l'autre de reconsidérer la situation, je vais permettre à l'autre de prendre un peu de distance avec ce qu'il croyait de moi, je vais permettre à l'autre de faire de nouveaux choix et de prendre des nouvelles décisions qui peut-être, à son tour, le conduiront vers une maturité, une régulation émotionnelle, une autonomie et une indépendance qui, pour l'instant, n'était pas le cas quand je lui faisais plaisir, quand je faisais trop attention à lui dans le dosage et que j'allais toujours dans son sens. Donc si aujourd'hui vous aviez l'impression de ne surtout pas vouloir décevoir qui que ce soit autour de vous, peut-être que la première petite action, le premier petit pas, c'est de vous dire « et si ça ne le décevait pas, mais que ça le faisait à long terme grandir, trouver des nouvelles ressources, et si ça nous permettait de passer à une autre dimension dans notre relation, où chacun vit pleinement ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, ce qu'il ressent, sans faire porter tout ça à l'autre personne. » Je vous souhaite de tout cœur cette légèreté, cette façon de se dire « quoi que je fasse, peut-être que ça décevra quelqu'un, mais je sais pourquoi je le fais. Je sais pourquoi je le fais. » Et du coup, le regard de l'autre, qu'on a évoqué dans l'épisode 40, le regard de l'autre m'importe autant, mais que ça va lui permettre aussi de grandir de son côté. Épisode très fourni, très dense. Je serais ravie d'avoir tes questions pour approfondir si tu le souhaites. On peut évidemment le travailler en session individuelle, soit en scan ponctuel de guidance, soit en long terme, comme tu le veux. Et puis aussi juste une simple question sur les réseaux sociaux pour me permettre peut-être de refaire des précisions dans un prochain épisode ou que tu me proposes une question vraiment sur cet épisode qui a été difficile à comprendre. Je le comprends très bien. Il y a beaucoup d'épisodes en complément pour voir notamment l'impermanence, c'était dans l'épisode 66, sur le fait de dire non dans l'épisode 61, sur la contamination émotionnelle sur l'épisode 71. Et puis je t'invite à voir aussi que plus tu vas affiner tes besoins, tes émotions, tes projets à toi, plus ta vie va se construire autour de tes valeurs, autour de tes envies, et plus les autres vont te sentir bien, rayonner, incarner ce que tu veux vraiment, et seront plus heureux pour toi que déçus que tu ne rentres plus dans leur schéma de fonctionnement à eux.
tout cas, si ce sont des relations qui sont équilibrées, qui sont horizontales, c'est normalement la conséquence qu'on peut observer. Quand les gens tiennent à nous, ils sont contents qu'on ait trouvé la façon de nourrir nos propres besoins sans les faire peser sur eux. Je te souhaite une très très bonne semaine. Bien entendu, pour aller beaucoup plus loin dans ces notions-là, tu as le parcours Emotizen. Envoie-moi un petit message parce que ça va changer complètement ta vie. Les clientes l'ont témoigné dans les épisodes 84 à 87. Si tu veux savoir comment elles ont compris tout ça et tous les bénéfices qu'elles en ont reçus dans leur vie personnelle, familiale et même professionnelle, tu peux écouter Mathilde, Alexandra, Jeanne et Valsou. Et elles vont t'expliquer à quel point tous ces outils, cette façon d'accepter, de décevoir les autres, les a conduits à beaucoup plus de légèreté dans leur vie. Très belle semaine. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.